tu es là. Allonge-toi confortablement et laisse ton corps se détendre complètement. Inspire lentement. Et expire encore plus lentement. Tu es en sécurité. Ici, rien ne peut t'atteindre. La nuit est calme, la lumière est douce, et je suis là avec toi. Ce soir, je vais te raconter une histoire très lente. Une histoire faite pour t'accompagner jusqu'au sommeil le plus profond. Ferme les yeux. Et laisse-toi porter. Tu arrives au crépuscule, quand le ciel commence tout juste à passer du bleu profond à un violet très doux, presque transparent. La route de terre qui monte vers la colline est étroite, bordée de fougères ôtées de buissons sauvages qui frottent contre les flancs de la vieille voiture. Chaque virage révèle un peu plus de hauteur, et à mesure que tu montes, l'air devient plus frais, plus pur, chargé d'une odeur de résine de pin, de terre humide et d'herbes coupées par le vent. La voiture avance lentement, presque respectueusement, comme si elle aussi sentait qu'elle entrait dans un endroit particulier. Le moteur ronronne doucement, presque en sourdine. Tu gardes les deux mains sur le volant, les yeux fixés sur le chemin qui serpente entre les arbres. Au loin, tout en haut de la colline, tu aperçois enfin la silhouette de la cabane. Elle est petite, construite en bois sombre, avec un toit légèrement pentu et une cheminée en pierre qui pointe vers le ciel. Elle semble faire partie de la colline elle-même, comme si elle avait poussé là il y a très longtemps. Tu arrives sur le petit plateau au sommet. Le vent est plus présent ici, il caresse les herbes hautes autour de la cabane avec un bruissement continu et apaisant. Tu coupes le moteur. Le silence qui suit est immense, seulement rempli par le vent et le chant lointain d'un oiseau de nuit qui commence déjà à s'éveiller. Tu restes assis quelques instants, les mains encore sur le volant, à observer la cabane à travers le pare-brise. Les fenêtres sont petites, carrées, et laissent passer une lumière chaude et dorée venue de l'intérieur. Une lanterne est allumée au-dessus de la porte, sa flamme tremblant doucement dans le vent du soir. Tu ouvres la portière. L'air froid te saisit immédiatement, mais il est agréable, presque vivifiant. Tes bottes s'enfoncent légèrement dans l'herbe humide et la terre meuble. Tu fais quelques pas. Chaque pas produit un son différent, le froissement de l'herbe, le craquement discret d'une petite branche, le bruit sourd de la terre sous tes semelles. L'odeur est encore plus forte maintenant. Résine, bois mouillé par la rosée du soir, et une note très subtile de fumée de cheminée qui sent le chêne brûler lentement. La porte de la cabane est en bois massif, légèrement usée par les années, avec des ferrures anciennes noircies par le temps. Tu montes les 3 marches en pierre. La porte s'ouvre avant même que tu aies le temps de frapper. Un vieil homme se tient dans l'encadrement. Il est grand, un peu voûté, avec des cheveux blancs très fins et une barbe courte bien taillée. Ses yeux sont clairs, presque gris, comme le ciel juste avant la nuit. « Tu dois être le nouveau gardien », dit-il d'une voix basse et calme, presque un murmure qui se fond dans le vent. « Je m'appelle Victor. » Entre, il fait meilleur à l'intérieur. Tu lui serres la main. Sa paume est chaude, légèrement calleuse, comme celle de quelqu'un qui a passé sa vie à tenir des plumes et des compas. Victor s'efface pour te laisser passer. L'intérieur de la cabane est plus grand qu'il n'y paraît de l'extérieur. Une chaleur douce t'enveloppe aussitôt, venant d'un poêle en fonte allumé dans un coin. L'air sent le bois chauffé, le thé noir, le vieux papier et une pointe très légère d'encre. Les murs sont couverts d'étagères remplies de rouleaux de cartes, de livres épais et d'instruments en cuivre et en bois. Victor te guide lentement à travers la pièce principale. Tes pas font craquer doucement le parquet en bois large. Chaque latte émet un son différent, comme si la cabane elle-même te souhaitait la bienvenue à sa manière. Il te montre d'abord la petite cuisine dans un renfoncement, une table en bois, une bouilloire en cuivre, quelques pots de miel et de confiture, et une étagère avec des sachets d'herbes séchées. Tu auras besoin de chaleur pendant les longues nuits, dit-il simplement. Puis il te fait entrer dans l'atelier. C'est la pièce la plus impressionnante. Une grande table occupe le centre, couverte de cartes partiellement déroulées, de plumes, d'encriers et de compas. Un grand télescope en laiton ancien est posé près de la fenêtre qui donne vers le sud. Victor te montre du doigt une carte fixée au mur avec des punaises.
C'est une carte du ciel de cette nuit même, dessinée à la main avec une précision extraordinaire. Regarde bien, murmure-t-il. Et regarde encore demain matin. Tu comprendras peut-être pourquoi je t'ai fait venir. Il te tend un trousseau de clés anciennes, lourdes et froides. La cabane est à toi maintenant. Je pars ce soir. Je reviendrai peut-être te voir de temps en temps, mais c'est toi le gardien désormais. Victor te regarde un long moment, comme s'il cherchait à graver ton visage dans sa mémoire. Puis il te serre l'épaule une dernière fois, prend son manteau usé accroché près de la porte et sort dans la nuit. Tu l'entends descendre les marches, puis le bruit de ses pas s'éloigne sur le sentier. Le silence revient, plus profond encore. Tu restes seul dans la cabane. Tu fais lentement le tour de la pièce principale. Tes doigts glissent sur le bois poli de la table, sur les rouleaux de papier épais, sur le métal froid du télescope. Chaque objet a une texture différente, une histoire tactile qui te parle doucement. Tu t'approches de la fenêtre et regardes dehors. Le ciel est maintenant complètement noir, parsemé d'étoiles brillantes. Tu compares le ciel réel avec la carte accrochée au mur. Tout semble correspondre. Sauf une petite constellation dans le coin supérieur droit. Les étoiles y sont dessinées un peu plus à gauche que dans la réalité. Tu fronces légèrement les sourcils, mais sans inquiétude. Juste une curiosité calme et patiente. Tu continues ton exploration. Tu découvres une petite chambre au fond de la cabane, un lit simple avec une couverture en laine épaisse, une table de nuit avec une lampe à huile et un livre posé dessus. Tu ouvres le livre, c'est un recueil de poèmes sur les étoiles. La première page porte une dédicace écrite à la main, pour celui qui acceptera de regarder longtemps. Tu t'assois un moment sur le bord du lit. Le matelas est ferme mais confortable. La couverture sent légèrement la lavande et le bois de cèdre. Tu restes là, à écouter le vent qui souffle doucement autour de la cabane, le craquement occasionnel d'une bûche dans le poêle, et le très léger tic-tac d'une horloge que tu n'avais pas encore remarqué. Tu te relèves finalement et retournes dans l'atelier. Tu allumes une deuxième lampe à huile et la poses près du grand télescope. Tu t'installes sur le tabouret haut et approches ton œil de l'oculaire. Le ciel apparaît, immense, clair, rempli d'étoiles qui scintillent doucement. Tu restes longtemps à observer, à laisser ton regard se perdre dans l'infini. Le vent fait trembler très légèrement les vitres de la cabane. C'est à ce moment que tu le remarques pour la première fois de façon claire. Sur la carte accrochée au mur, la petite constellation que tu avais trouvée décalée tout à l'heure semble avoir bougé encore un peu plus. Tu ne dis rien. Tu ne ressens aucune peur. Juste une curiosité profonde, tranquille, presque intime. Tu sors ton propre carnet de ta poche, celui que tu as apporté pour noter tes observations. Tu écris la date et l'heure, puis tu dessines rapidement la position des étoiles telles que tu les vois dans le télescope. Tu compares avec la carte au mur. La différence est infime. Mais elle est bien réelle. Dehors, le vent continue de murmurer autour de la cabane. À l'intérieur, les flammes des lampes dansent doucement sur les murs de bois. Tu refermes ton carnet, poses tes mains à plat sur la table et inspires lentement. La première nuit commence vraiment. Et quelque part, très haut dans le ciel, une étoile semble briller un peu plus fort que les autres, comme si elle te regardait en retour. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. Victor est parti depuis une vingtaine de minutes à peine, mais la cabane semble déjà différente. Le silence qui règne maintenant n'est plus le même. Il est plus profond, plus personnel, comme si la maison elle-même attendait de voir comment tu allais t'y comporter. Tu restes un long moment debout au milieu de la pièce principale, les mains dans les poches, à écouter. Le poêle en fonte craque doucement, le vent fait vibrer très légèrement les vitres, et quelque part, très loin, un hibou lance un appel grave et solitaire qui semble venir d'un autre monde. Tu décides de commencer par faire le tour complet de la cabane, lentement, sans rien précipiter. Tu veux sentir chaque pièce, chaque recoin, chaque odeur. Tu commences par la petite cuisine. La bouilloire en cuivre est encore tiède. Tu passes la main sur le bois de la table, sur les étagères où sont rangés les pots de miel,
les sachets d'herbes séchées et quelques boîtes de biscuits. L'odeur y est réconfortante, bois chauffé, miel et une pointe de thym et de romarin. Tu remplis la bouilloire et la mets sur le poêle. Pendant que l'eau chauffe, tu continues ton exploration. Tu entres dans la chambre. Le lit est fait avec soin, la couverture en laine épaisse est parfaitement tirée. Sur la table de nuit, le recueil de poèmes sur les étoiles est toujours là. Tu l'ouvres à la page où tu t'étais arrêté tout à l'heure et relis la dédicace, pour celui qui acceptera de regarder longtemps. Tu poses le livre et t'assois un instant sur le bord du lit. Le matelas est ferme, la couverture lourde et chaude. Tu restes là, à écouter le vent qui souffle autour de la cabane. Le bruit est différent selon l'endroit où tu te trouves. Ici, dans la chambre, il est plus étouffé, presque protecteur. L'eau commence à chanter dans la bouilloire. Tu retournes dans la cuisine, prépares un thé noir très fort avec une cuillère de miel. La tasse est chaude entre tes mains. Tu la prends et retournes dans l'atelier, la pièce qui t'attire le plus. Tu poses la tasse sur la grande table et allumes 2 lampes à huile supplémentaires. La lumière dorée envahit doucement l'espace. Les ombres dansent sur les murs couverts de cartes et de rouleaux. Tu commences à explorer les étagères une par une. Il y a des centaines de rouleaux de cartes du ciel, soigneusement rangés par année. Tu en sors quelques-uns au hasard. Chaque carte est dessinée à la main avec une précision incroyable, étoiles, constellations, trajectoires de planètes, notes écrites dans une écriture fine et régulière. Tu déroules une carte datée de 1987. Elle est magnifique. Tu la compares avec le ciel que tu vois par la fenêtre. Tout correspond. Sauf, encore une fois, cette petite constellation dans le coin supérieur droit qui semble décalée de quelques degrés. Tu bois une gorgée de thé chaud et sucré. La chaleur descend lentement dans ta gorge et se répand dans ta poitrine. Tu continues ton exploration. Dans un tiroir large, tu découvres des dizaines de plumes d'oie parfaitement taillées, des encres de différentes couleurs dans de petits flacons en verre, et des compas en laiton usés par des années d'utilisation. Chaque objet porte la trace des mains de Victor. Tu passes le doigt sur un compas, le métal est froid, mais le bois de la poignée est tiède et lisse. Tu t'installes enfin devant le grand télescope. Tu ajustes la hauteur du tabouret, approches ton œil de l'oculaire et regardes. Le ciel apparaît, immense et clair. Les étoiles brillent avec une intensité que tu n'avais jamais vue en ville. Tu restes là, immobile, pendant de très longues minutes. Le vent fait trembler légèrement les vitres, mais à l'intérieur tout est calme. Tu observes une constellation après l'autre, comparant mentalement avec les cartes déroulées sur la table. C'est à ce moment précis que tu le remarques pour la 2e fois de la soirée. La petite constellation que tu avais déjà vue décalée sur la carte du mur a bougé encore un peu plus. Pas beaucoup. Juste assez pour que ce soit impossible à ignorer. Tu te lèves, prends la carte sur le mur et la poses à côté du télescope. Tu compares, encore et encore. La différence est infime, mais elle est réelle. Tu notes l'heure exacte dans ton carnet, fais un rapide croquis, et note la position des étoiles telles que tu les vois en ce moment. Tu retournes t'asseoir devant le télescope. Tu restes là, à observer, à attendre. Le thé refroidit lentement dans la tasse. Le vent continue son murmure constant autour de la cabane. De temps en temps, une bûche craque dans le poêle. Tu sens une paix étrange t'envahir, pas d'excitation, pas d'angoisse, juste une curiosité profonde et tranquille. Tu passes presque 2 heures ainsi, à alterner entre le télescope, les cartes et ton carnet. Chaque fois que tu regardes à nouveau le ciel, la constellation semble avoir bougé un tout petit peu plus. Pas assez pour être dramatique, juste assez pour que tu saches que quelque chose est en train de se passer. Vers 3 heures du matin, tu décides de faire une pause. Tu te lèves, étires tes épaules et fais le tour de l'atelier une nouvelle fois. Tes pas font craquer le parquet d'une façon différente selon l'endroit où tu marches. Tu touches les rouleaux de cartes, les instruments, les plumes. Chaque objet semble avoir sa propre histoire, sa propre mémoire. Tu retournes finalement t'asseoir dans le fauteuil près du poêle. La chaleur est douce, enveloppante.
Tu poses tes pieds sur un petit tabouret en bois et regardes les flammes danser derrière la vitre du poêle. Dehors, le vent souffle toujours, mais plus doucement maintenant. Le ciel est toujours aussi clair. Tu sors ton carnet et relis toutes tes notes de la soirée. La première nuit est loin d'être terminée, mais déjà tu sens que quelque chose de très ancien et de très calme est en train de se révéler lentement, sans hâte, comme si la cabane et le ciel avaient tout leur temps. Tu refermes le carnet, bois la dernière gorgée de thé froid et laisse ta tête reposer contre le dossier du fauteuil. Tes paupières deviennent lourdes, mais tu ne dors pas vraiment. Tu restes dans cet état entre veille et sommeil, à écouter le vent, le poêle, et le très léger bruit d'une plume qui roule quelque part sur la table de l'atelier. La première nuit d'observation continue, lente, profonde et infiniment paisible. Et quelque part, très haut dans le ciel, une étoile semble briller un peu plus fort, comme si elle te regardait en retour. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. La nuit avance doucement, presque sans bruit. Tu es resté longtemps assis dans le fauteuil près du poêle, à laisser les images de la première observation tourner lentement dans ton esprit. Le thé est froid depuis longtemps dans la tasse, mais tu n'as pas envie de bouger tout de suite. Le vent dehors est devenu plus régulier, comme une respiration calme et continue qui berce la cabane. Tu finis par te lever, les muscles un peu engourdis, et décides d'aller plus loin dans l'exploration de l'atelier. C'est là que tout semble converger, les cartes, les instruments, les notes. C'est là que Victor passait le plus clair de son temps. Tu allumes une troisième lampe à huile, plus petite, avec un abat-jour en verre dépoli qui diffuse une lumière très douce et légèrement ambrée. Tu la poses sur le coin de la grande table et commences à regarder les choses de plus près. L'atelier est plus grand que tu ne l'avais d'abord cru. Derrière la table principale, il y a une deuxième zone, un peu en retrait, presque comme une alcôve. C'est là que se trouvent les véritables trésors du cartographe, des dizaines de petits tiroirs en bois, des étagères étroites remplies de flacons d'encre, des pots en céramique, des plumes de toute taille et de tous âges, des compas, des règles en bois et en métal, et des rouleaux de papier encore vierges. Tu t'approches des tiroirs. Chaque poignée est en laiton patiné par des années de contact. Tu tires le premier avec précaution. À l'intérieur, rangés avec un ordre presque obsessionnel, se trouvent des encres de toutes les couleurs, noir profond, bleu nuit, violet très pâle, vert émeraude, rouge brique, et même un or liquide qui brille faiblement à la lumière de ta lampe. Chaque flacon porte une étiquette écrite à la main par Victor, avec la date de fabrication et parfois une petite note. Bonne pour les étoiles filantes, à utiliser seulement par nuit claire, ne pas mélanger avec le bleu de Prusse. Tu prends un flacon au hasard, le violet très pâle. Le verre est froid et lisse sous tes doigts. Tu le débouches lentement. L'odeur qui s'en échappe est subtile, presque vivante, une note florale très légère mêlée à quelque chose de minéral, comme de la pierre mouillée après la pluie. Tu trempes le bout d'une plume qui traînait sur la table. L'encre monte doucement le long des barbes. Tu la poses sur un morceau de papier vierge et traces une ligne lente et régulière. L'encre glisse parfaitement, sans accrocher, et laisse une trace d'un violet si délicat qu'il semble presque luminescent sous la lumière de la lampe. Tu continues ton exploration avec une curiosité tranquille. Tu ouvres d'autres tiroirs. L'un contient uniquement des plumes, d'oies, de corbeaux, de faisans, certaines encore munies de leurs tiges naturelles, d'autres taillées avec une précision chirurgicale. Tu en prends une particulièrement belle, longue et fine, avec une courbe élégante. Tu la fais tourner entre tes doigts. Le poids est parfait, comme si elle avait été faite pour ta main. Sur une étagère plus haute, tu découvres une série de petits carnets reliés en toile brute. Tu en prends un au hasard. La couverture est légèrement tachée d'encre, les pages sont remplies d'une écriture fine et serrée. C'est le journal de Victor. Tu t'assois sur le tabouret haut et commences à lire, lentement, en laissant chaque phrase se déposer en toi. Les premières pages parlent de la vie quotidienne, le temps qu'il fait, les oiseaux qu'il observe, les problèmes avec le poêle. Puis, peu à peu, le ton change. Il commence à noter les anomalies dans le ciel, les petites différences entre ce qu'il voit et ce qu'il avait dessiné la veille. Il ne semble pas effrayé. Au contraire,
Il paraît fasciné, presque émerveillé. Une phrase te marque particulièrement, les étoiles ne mentent jamais. Elles bougent seulement pour ceux qui savent attendre. Tu tournes les pages avec précaution. Plus tu avances, plus les notes deviennent poétiques. Victor parle de conversations silencieuses avec le ciel, de messages qu'il croit percevoir à travers les constellations. Il mentionne aussi un berger qui monte parfois la nuit pour lui tenir compagnie et qui, lui aussi, a remarqué que les étoiles ne restent pas toujours à leur place. Tu es tellement absorbé par la lecture que tu n'entends pas tout de suite le bruit dehors. Un frottement léger contre la porte, suivi d'un coup très discret. Tu lèves la tête. Le bruit se répète, patient, presque timide. Tu te lèves, traverses la pièce et ouvres la porte. Un homme d'une cinquantaine d'années se tient sur le seuil, vêtu d'un épais manteau de laine et d'un chapeau en feutre usé. Il tient une lanterne à la main et une petite besace en bandoulière. Son visage est buriné par le vent et le soleil, mais ses yeux sont doux. « Bonsoir », dit-il d'une voix grave et calme. « Je suis Thomas, le berger de la vallée d'en bas. Victor m'avait prévenu que quelqu'un viendrait prendre sa suite. Je peux entrer ? Il fait froid dehors. » Tu t'effaces pour le laisser passer. Thomas entre en secouant légèrement ses bottes sur le paillasson. Il sent la laine mouillée, la terre et un peu de fumée de bois. Il pose sa lanterne sur la table et te regarde un moment, comme s'il cherchait à savoir quel genre de personne tu es. « Je ne reste pas longtemps, dit-il. Je monte juste vérifier que les brebis vont bien sur le plateau. Mais je passe toujours dire bonjour à la cabane quand je suis dans le coin. » Victor et moi, on parlait souvent la nuit. Il s'assoit sans façon sur le tabouret près du poêle. Tu lui proposes une tasse de thé. Il accepte avec un petit signe de tête. Pendant que l'eau chauffe à nouveau, vous restez silencieux un moment, seulement accompagné par le craquement du feu et le vent dehors. Thomas regarde les cartes sur la table, les flacons d'encre, les plumes. « Tu as déjà vu quelque chose ?» demande-t-il enfin, sans te regarder directement. Tu hésites un instant, puis tu lui montres la carte sur le mur et la petite constellation décalée. Thomas se lève, s'approche et examine longuement le dessin. Il ne dit rien pendant presque une minute. Puis il murmure. Victor disait que ça arrivait de plus en plus souvent ces dernières années. Il pensait que le ciel essayait de lui dire quelque chose, ou peut-être de lui montrer quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. Il boit une gorgée de thé chaud, les deux mains autour de la tasse. Vous parlez doucement, presque à voix basse, comme si vous ne vouliez pas déranger la cabane. Thomas te raconte quelques souvenirs de Victor, comment il pouvait rester des heures sur le toit à observer, comment il parlait parfois aux étoiles comme à de vieilles amies. Il te dit aussi que, depuis quelques mois, il lui arrivait de trouver des cartes fraîchement dessinées sur la table alors que Victor jurait ne pas y avoir touché cette nuit-là. La conversation est calme, lente, pleine de silence confortable. Thomas ne reste pas plus d'une demi-heure. Avant de partir, il te regarde droit dans les yeux et te dit simplement. Si tu as besoin de compagnie une nuit où le ciel te semble trop grand, tu n'as qu'à laisser la lanterne dehors. Je monterai. Il remet son chapeau, prend sa lanterne et sort dans la nuit. Tu refermes la porte derrière lui. Le silence revient, encore plus intime qu'avant. Tu retournes à l'atelier. Tu passes le reste de la nuit à tester les encres, à tracer des lignes sur du papier vierge, à comparer les cartes, à relire des passages du journal de Victor. Chaque flacon que tu ouvres révèle une odeur différente, chaque plume une sensation unique entre tes doigts. Le temps passe lentement, presque sans que tu t'en rendes compte. Vers 5 heures du matin, alors que l'aube commence à teinter le ciel d'un rose très pâle, tu ranges tout avec soin. Tu laisses une plume et un flacon d'encre violette sur la table, comme une invitation silencieuse pour la nuit suivante. Tu t'installes dans le fauteuil près du poêle, les yeux lourds mais l'esprit clair. La cabane est toujours là, autour de toi, vivante et patiente. La deuxième nuit s'achève doucement. Et quelque part, sur la table de l'atelier, une goutte d'encre violette glisse lentement le long d'une plume, comme si elle traçait une nouvelle ligne invisible. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être.
La nuit avance lentement, presque sans bruit, quand tu décides d'aller plus loin que l'atelier principal. Tu as passé des heures à comparer les cartes, à tester les encres et à relire des passages du journal de Victor, mais quelque chose t'appelle vers le fond de la cabane, derrière la petite porte en bois clair que tu avais remarquée les nuits précédentes sans jamais l'ouvrir. Elle est discrète, presque cachée par une étagère basse remplie de livres de référence. Tu approches la lanterne en laiton et poses la main sur la poignée. Le métal est froid, légèrement rugueux sous tes doigts. La porte s'ouvre sans bruit, comme si elle avait été huilée récemment. Derrière se trouve un petit couloir étroit, à peine plus large que tes épaules, qui descend de quelques marches. L'air y est plus frais, plus dense, avec une odeur nouvelle et particulière. Papier ancien légèrement humide, bois de cèdre et une très légère note de poussière fine qui danse dans la lumière de ta lanterne. Tu descends les 3 marches. Le parquet craque différemment ici, plus grave, plus ancien. Au bout du couloir, une autre porte, plus petite encore, presque basse. Tu dois baisser la tête pour entrer. La pièce qui s'ouvre devant toi est la chambre des cartes inachevées. Elle est plus grande que tu ne l'imaginais, mais basse de plafond, avec des poutres apparentes en bois sombre. Les murs sont presque entièrement couverts d'étagères inclinées, conçues spécialement pour accueillir des cartes à plat. Des centaines de cartes sont posées là, certaines roulées, d'autres à moitié déroulées, beaucoup inachevées. Certaines ne comportent que quelques étoiles dessinées, d'autres sont presque terminées mais laissent de grands espaces vides, comme si le cartographe avait soudain arrêté de travailler. Tu avances lentement au centre de la pièce. La lumière de ta lanterne révèle des détails que tu n'aurais jamais pu deviner, des cartes accrochées avec des punaises en laiton, des feuilles volantes épinglées les unes aux autres, des notes écrites dans les marges avec différentes encres. L'odeur est plus forte ici, presque intime, un mélange de vieux papier, d'encre séchée depuis longtemps et d'un très léger parfum de bois de santal qui semble venir d'un petit pot posé sur une étagère. Tu passes la main sur une carte posée sur une table inclinée. Le papier est épais, légèrement granuleux sous tes doigts. La carte n'est qu'à moitié terminée, seules quelques constellations sont dessinées avec précision, le reste du ciel est vide, attendant. Tu continues ton exploration en silence. Chaque carte semble raconter une histoire interrompue. L'une montre Orion presque terminé, mais la ceinture est laissée en blanc. Une autre ne contient qu'une seule étoile, parfaitement dessinée, avec une note dans la marge, elle est arrivée la première cette nuit. Tu déroules une grande carte posée sur une table plus large. Elle est datée de l'année dernière. La majeure partie du ciel est vide, sauf une zone circulaire au centre où les étoiles sont dessinées avec une extrême minutie. À côté, une petite flèche pointe vers le vide avec la mention « Ici, il manque encore quelque chose ». Tu t'assois sur le tabouret en bois placé au centre de la pièce. La lumière de la lanterne projette des ombres longues sur les cartes accrochées au mur. Tu restes longtemps immobile, à observer. C'est alors que tu le remarques, sur la carte la plus proche de toi, une étoile qui était absente tout à l'heure semble être apparue. Pas de façon spectaculaire. Juste un petit point lumineux dessiné à l'encre noire, là où il n'y avait rien quelques minutes auparavant. Tu approches la lanterne. L'encre est encore légèrement brillante, comme si elle venait d'être posée. Tu te lèves et fais le tour de la pièce en regardant chaque carte une par une. Sur plusieurs d'entre elles, tu remarques de minuscules changements, une étoile supplémentaire ici, un trait légèrement déplacé là, une constellation qui semble avoir bougé de quelques millimètres. Rien de dramatique. Tout reste subtil, presque timide. Tu notes chaque détail dans ton carnet avec une précision nouvelle, en dessinant rapidement les positions. L'air de la pièce est plus frais que dans le reste de la cabane, presque humide, et l'odeur de papier ancien devient plus présente quand tu restes immobile. Tu ouvres un tiroir sous une des tables. Il contient des dizaines de cartes encore plus inachevées, certaines avec seulement 1 ou 2 étoiles. Sur l'une d'elles, une note est écrite au crayon, ne pas terminer avant qu'elle ne soit prête. Tu passes encore une longue heure dans cette chambre des cartes inachevées, à toucher les papiers, à comparer les dessins, à laisser tes doigts glisser sur les encres sèches. Chaque carte semble attendre patiemment, comme si elle avait tout son temps. Vers 4 heures du matin, tu décides de remonter. Tu refermes la porte avec soin,
comme si tu ne voulais pas déranger les cartes qui dorment. En revenant dans l'atelier principal, tu remarques que le poêle s'est presque éteint. Tu ajoutes une bûche et regardes les flammes reprendre doucement. Tu t'assois dans le fauteuil, le carnet sur les genoux, et relis toutes tes notes des 3 premières nuits. Les changements sont de plus en plus évidents, mais ils restent doux, presque respectueux. Rien ne te presse. Rien ne t'effraie. Tu sens seulement que la cabane, le ciel et les cartes te montrent quelque chose avec une patience infinie. Tu bois une dernière tasse de thé froid qui reste sur la table et laisse ta tête reposer contre le dossier du fauteuil. Tes paupières deviennent lourdes, mais tu restes dans cet état de demi-sommeil, à écouter le vent dehors et le craquement très lent du bois de la cabane qui travaille dans la nuit. La 3e nuit touche à sa fin. Et quelque part, dans la chambre des cartes inachevées que tu viens de quitter, une nouvelle étoile apparaît lentement sur une feuille blanche, tracée par une main invisible. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. La 4e nuit tombe avec une clarté particulière. Le ciel est d'un noir profond et pur, sans un seul nuage. Tu sens dès le coucher du soleil que cette nuit sera différente des précédentes. Après avoir mangé un morceau de pain et de fromage dans la cuisine, tu décides que c'est le moment de monter le grand télescope sur le toit de la cabane. Victor t'avait montré l'échelle fixée au mur extérieur, mais tu ne l'avais encore jamais utilisée seule. Tu enfiles un pull épais en laine, prends la couverture la plus chaude, une lanterne portable, ton carnet et une petite bouteille d'eau. L'air dehors est froid mais sec, presque cristallin. Chaque respiration forme un petit nuage blanc qui disparaît aussitôt. Tu montes l'échelle lentement, une main après l'autre. Le bois est solide et légèrement rugueux sous tes paumes. Chaque barreau émet un craquement différent, comme si la cabane te parlait à sa manière. Arrivé en haut, tu découvres la petite plateforme en bois entourée d'une balustrade basse. Le toit est plat à cet endroit, parfait pour observer. Tu poses la lanterne sur le support fixé au sol et installes le grand télescope. Le métal est lourd et froid. Tu ajustes la hauteur, tournes les molettes avec soin, vérifie l'équilibre. Quand tu approches enfin ton œil de l'oculaire, le ciel s'ouvre devant toi comme jamais auparavant. Il est immense, clair, rempli d'étoiles qui scintillent avec une intensité presque irréelle. La Voie lactée traverse le ciel comme un fleuve de lumière douce et laiteuse. Tu restes immobile pendant de très longues minutes, simplement à regarder, à laisser tes yeux s'habituer à l'infini. Le vent est presque absent ce soir. Seul un souffle très léger caresse ton visage de temps en temps, apportant une odeur pure de pain, de terre froide et d'herbe humide. Tout est calme, lent, profondément apaisant. Tu commences à pointer le télescope vers différentes constellations. Chaque ajustement est précis, presque rituel. Tu notes dans ton carnet l'heure exacte, la direction et les étoiles que tu observes. Tout semble normal, jusqu'à ce que tu arrives à la petite constellation que tu as déjà vue plusieurs fois les nuits précédentes. Celle qui bouge. Tu la regardes longuement. Puis tu descends rapidement l'échelle, rentres dans la cabane et prends la carte correspondante sur le mur de l'atelier. Tu remontes sur le toit avec la carte roulée sous le bras. Tu la déroules sur la petite table pliante et compares. La différence est plus nette que jamais. Les étoiles sur la carte ont bougé. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que ce soit évident à l'œil nu à travers le télescope. Tu restes assis, la respiration lente, à observer le phénomène en direct. Tu vois une étoile se décaler très lentement, presque imperceptiblement, sur le fond noir du ciel. Tu notes l'heure, fais un croquis précis, mesure l'angle avec un petit compas de poche que tu as emporté. Le froid commence à se faire sentir plus nettement. Tu resserres la couverture autour de tes épaules. La lanterne projette une lumière chaude et tremblante sur la plateforme en bois. Tu passes des heures ainsi, alternant entre le télescope, la carte et ton carnet. Le vent se lève légèrement vers minuit, apportant une odeur plus forte de résine et de terre froide. Tu ne ressens aucune fatigue, seulement une concentration calme et profonde. Vers 2 heures du matin, quelque chose change. Une nouvelle étoile apparaît dans le champ du télescope, là où il n'y avait rien quelques minutes plus tôt. Elle est petite, brillante, d'un bleu très pur.
Tu la regardes fixement. Elle reste là, stable, comme si elle venait d'arriver juste pour toi. Tu descends une nouvelle fois chercher une autre carte plus ancienne. Quand tu reviens sur le toit, l'étoile est toujours là. Tu la compares avec toutes les cartes que tu as. Elle n'existe sur aucune d'elles. Tu restes assis sur le toit jusqu'à l'aube, enveloppé dans la couverture, à observer le ciel qui change lentement. Le froid devient plus vif, mais il est supportable. Quand les premières lueurs roses apparaissent à l'horizon, tu ranges le télescope avec soin, plies la couverture et descends l'échelle. La cabane t'attend en bas, chaude et silencieuse. Tu entres, refermes la porte derrière toi et t'assois dans le fauteuil près du poêle éteint. Tu laisses ta tête reposer contre le dossier. La nuit du grand télescope est terminée. Et quelque part, très haut dans le ciel, la petite étoile bleue continue de briller doucement, comme un message laissé spécialement pour toi. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. La 5e nuit est déjà bien avancée quand une curiosité plus profonde te pousse vers un endroit que tu avais seulement aperçu du coin de l'œil les nuits précédentes. Au fond de l'atelier, derrière une grande armoire en bois remplie d'instruments, il y a une trappe en bois épais, presque invisible, fixée au sol par 2 anneaux en fer. Tu l'avais remarqué le premier soir, mais Victor ne t'en avait pas parlé et tu n'avais pas osé l'ouvrir seul. Ce soir, quelque chose a changé. Tu poses ta lanterne sur le sol, t'agenouilles et tires les 2 anneaux. La trappe est lourde. Elle s'ouvre avec un long grincement grave qui résonne dans toute la cabane. Un air plus froid, plus humide, monte aussitôt vers toi, portant une odeur très distincte, terre mouillée, vieux papier, pierre et une pointe très subtile de moisissure ancienne qui n'est pas désagréable, juste ancienne. Tu prends la lanterne, ajustes la flamme pour qu'elle soit plus vive, et descends l'échelle en bois qui s'enfonce dans l'obscurité. Les marches sont étroites et un peu glissantes. Chaque barreau est froid sous tes doigts. L'air devient plus dense à mesure que tu descends. Quand tes bottes touchent enfin le sol en terre battue, tu lèves la lanterne. La cave aux archives anciennes s'étend devant toi, plus grande que tu ne l'imaginais. Le plafond est bas, voûté, soutenu par des poutres en bois noircies par le temps. Les murs sont en pierre brute, couverts d'étagères et de casiers en bois qui semblent avoir été construits sur place il y a très longtemps. Partout, des rouleaux de cartes, des boîtes en bois, des piles de documents attachés par des ficelles, des carnets empilés, des cartes encadrées posées contre les murs. L'atmosphère est complètement différente du reste de la cabane. Ici, il fait plus froid, plus humide. L'odeur de terre et de vieux papier est très présente, presque palpable. Tu fais quelques pas. Le sol en terre battue est légèrement irrégulier sous tes bottes. Tes pas produisent un bruit sourd et étouffé. Tu passes la main sur un mur, la pierre est froide, rugueuse, couverte d'une fine pellicule d'humidité. La lumière de la lanterne projette des ombres longues et mouvantes sur les étagères, faisant danser les contours des rouleaux et des boîtes. Tu commences à explorer lentement, sans hâte. Tu tires un premier rouleau d'une étagère. Le papier est épais, jauni, un peu cassant. Quand tu le déroules avec précaution, tu découvres une carte du ciel datée de 1748. L'encre est encore étonnamment vive. Tu la compares mentalement avec les cartes du dessus. Les constellations sont presque identiques, sauf une petite zone dans le coin supérieur droit où les étoiles sont dessinées différemment. Tu notes le détail dans ton carnet. Tu déroules une autre carte, puis une autre. Chaque fois, le même phénomène apparaît, une légère différence dans la position de certaines étoiles, toujours dans la même zone du ciel. Tu continues ton exploration. Dans une grande boîte en bois, tu trouves des dizaines de carnets reliés en cuir usé. Tu en ouvres un au hasard. L'écriture est ancienne, plus ronde et plus ornée. Le cartographe de l'époque y décrit le même phénomène que Victor, des étoiles qui bougent lentement sur le papier pendant la nuit. Il parle de « messages du ciel » et de « conversations silencieuses ». Tu lis plusieurs pages, laissant chaque mot se déposer en toi. L'humidité de la cave rend l'air plus lourd, mais il n'est pas désagréable. Il est presque protecteur, comme si la cave gardait précieusement ses archives depuis des siècles.
Tu découvres ensuite une série de grandes cartes encadrées posées contre un mur. Tu en soulèves une avec précaution. Elle est énorme. Le cadre en bois est lourd. La carte montre le ciel de 1603. Les étoiles sont dessinées avec une précision remarquable pour l'époque. Dans le coin supérieur droit, là encore, une constellation est légèrement différente de la position réelle que tu as observée la nuit précédente. Tu poses la carte contre le mur et recules pour mieux la voir. La lumière de la lanterne fait briller l'encre ancienne. Tu passes encore une longueur dans la cave, à ouvrir des boîtes, à dérouler des cartes, à lire des carnets. Chaque découverte est calme, presque intime. L'odeur de terre et de vieux papier devient de plus en plus familière, presque réconfortante. Le froid de la cave te pénètre lentement, mais la lanterne et ton pull épais te gardent au chaud. Vers 3 heures du matin, tu trouves quelque chose de particulier. Au fond d'un casier, caché derrière une pile de cartes, il y a un petit coffret en bois de cerisier. Tu le sors avec précaution. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu de lin jauni, se trouve une carte unique, plus petite que les autres. Elle n'est pas datée. Elle ne montre qu'une seule constellation, dessinée avec une extrême délicatesse. En bas de la carte, une seule phrase est écrite à l'encre violette très pâle. Quand le gardien comprendra que le ciel n'a jamais bougé, c'est lui qui aura changé de place. Tu restes longtemps à regarder cette phrase. L'humidité de la cave fait légèrement trembler la flamme de ta lanterne. Tu sens une chaleur douce monter dans ta poitrine, pas de la peur, juste une compréhension lente et profonde qui commence à se former. Tu ranges le coffret exactement où tu l'as trouvé, refermes les casiers avec soin et remontes l'échelle. Quand tu refermes la trappe derrière toi, le bruit est grave et définitif, comme si la cave venait de te confier un secret qu'elle gardait depuis très longtemps. Tu retournes dans l'atelier principal. Le poêle est presque éteint. Tu ajoutes une bûche et regardes les flammes reprendre doucement. Tu t'assois dans le fauteuil, le carnet sur les genoux, et relis toutes tes notes des 5 premières nuits. La cave aux archives anciennes a ajouté une nouvelle couche au mystère, plus ancienne, plus profonde, mais toujours aussi douce. Tu laisses ta tête reposer contre le dossier du fauteuil. Tes paupières deviennent lourdes. Le vent souffle doucement dehors. La cabane est silencieuse autour de toi. La 5e nuit touche à sa fin. Et quelque part, dans la cave que tu viens de quitter, une nouvelle ligne apparaît lentement sur une carte inachevée, tracée par une main invisible. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. La 6e nuit est déjà bien entamée quand un bruit très léger te tire de ta lecture. Un coup discret contre la porte de la cabane, presque timide, comme si la personne qui frappait ne voulait pas déranger le silence de la colline. Tu lèves la tête. Le poêle craque doucement. Le vent est tombé depuis un moment, laissant place à un calme absolu. Tu poses ton carnet sur la table, prends la lanterne et vas ouvrir. Une femme âgée se tient sur le seuil. Elle doit avoir près de 80 ans. Ses cheveux blancs sont rassemblés en un chignon lâche, et elle porte un long manteau de laine grise qui tombe jusqu'à ses bottines. Dans une main, elle tient une petite lanterne à la flamme basse, dans l'autre, un panier recouvert d'un tissu. Ses yeux sont clairs, presque transparents, comme le ciel juste avant l'aube. « Bonsoir », dit-elle d'une voix douce et un peu cassée, mais très calme. « Je suis Madeleine. La femme de Victor. Je ne voulais pas te déranger si tard, mais je me suis dit que tu serais peut-être encore éveillé. Tu t'effaces pour la laisser entrer. Elle entre lentement, comme si elle connaissait chaque latte du parquet. Elle pose son panier sur la table de la cuisine et enlève son manteau avec des gestes mesurés. L'odeur qui l'accompagne est agréable, lavande, laine propre et un très léger parfum de pain cuit plus tôt dans la journée. « Victor m'avait parlé de toi avant de partir ?» dit-elle en s'asseyant près du poêle sans y avoir été invitée. « Il disait que tu étais quelqu'un de patient. C'est la première qualité qu'il cherchait chez son successeur. Tu prépares du thé sans poser de questions. » Madeleine regarde autour d'elle avec une tendresse évidente, comme si elle redécouvrait la cabane après une longue absence. Quand tu poses la tasse chaude devant elle,
elle te remercie d'un petit signe de tête et boit une gorgée en silence. Le silence entre vous n'est pas gênant. Il est confortable, presque naturel. Je ne viens pas souvent ici la nuit, finit-elle par dire. Mais ce soir, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'entendre certaines choses que Victor n'a pas eu le temps de te raconter. Elle pose sa tasse et te regarde droit dans les yeux. Ses yeux sont doux, mais ils portent une profondeur que seules les années peuvent donner. Mon mari n'était pas seulement en train de dessiner le ciel. Il essayait de lui parler. Depuis plus de 50 ans. Au début, je pensais que c'était une lubie de vieux savant. Puis j'ai compris que le ciel lui répondait vraiment, à sa manière. Madeleine reste silencieuse un long moment, regardant les flammes du poêle. Tu ne la presses pas. Il y a 23 ans, notre fils est mort dans un accident sur la route en bas de la colline. Victor n'a plus jamais été le même. Il s'est mis à passer toutes ses nuits ici, à observer, à dessiner, à noter le moindre changement. Il disait que le ciel essayait de lui montrer où était notre garçon. Pas au sens religieux, mais d'une façon plus ancienne, plus lente. Comme si les étoiles bougeaient pour lui indiquer un chemin qu'il n'arrivait pas encore à voir. Elle sort du panier un petit carnet relié en cuir usé. C'est le journal personnel de Victor, différent de celui que tu as déjà lu. Elle l'ouvre à une page marquée par un brin de lavande séchée et te le tend. Lis celle-là. C'est la dernière qu'il a écrite avant de te faire venir. Tu prends le carnet. L'écriture est plus tremblante que d'habitude, mais encore très lisible. La date est celle de la veille de ton arrivée. Victor a écrit. Madeleine, si tu lis ceci un jour, c'est que je suis déjà parti. Le nouveau gardien est arrivé. Je crois qu'il est prêt. Le ciel n'a jamais bougé pour moi seul. Il attendait quelqu'un qui saurait regarder sans chercher à comprendre trop vite. Dis-lui que les étoiles ne changent pas de place, c'est nous qui changeons de regard. Tu refermes le carnet doucement et le rends à Madeleine. Elle le range dans le panier avec un petit sourire triste mais paisible. Il t'a choisi parce que tu n'as pas peur du silence, dit-elle. La plupart des gens qui sont venus avant toi voulaient des réponses rapides. Toi, tu écoutes. C'est pour ça que les cartes ont commencé à changer plus visiblement depuis que tu es là. Vous restez longtemps à parler à voix basse. Madeleine te raconte des souvenirs très doux. Comment Victor et elle venaient ici les premières années de leur mariage, comment il lui lisait les cartes du ciel comme on lit des poèmes, comment il restait des heures sur le toit à regarder les étoiles en se tenant la main. Elle te parle aussi des nuits où Victor pleurait en silence devant le télescope après la mort de leur fils. Il n'était pas triste de la même façon que moi, murmure-t-elle. Il était émerveillé. Il disait que notre garçon était devenu une étoile qui bougeait pour qu'on ne l'oublie jamais. La conversation est lente, pleine de silence confortable. Madeleine ne reste pas très longtemps. Avant de partir, elle te serre les deux mains dans les siennes, très fort, et te regarde dans les yeux. Ne cherche pas à tout comprendre cette nuit. Laisse le ciel te parler à son rythme. Et si tu as besoin de compagnie, tu sais où me trouver en bas de la colline. Elle remet son manteau, prend son panier et sort dans la nuit. Tu l'accompagnes jusqu'à la porte et la regardes descendre le sentier, sa lanterne oscillant doucement dans l'obscurité. Tu refermes la porte. Le silence revient, encore plus intime qu'avant. Tu retournes dans l'atelier, poses tes mains à plat sur la grande table et inspires lentement. Les paroles de Madeleine résonnent encore en toi, douces et profondes. Tu passes le reste de la nuit à relire le journal de Victor, à regarder les cartes, à laisser les mots de Madeleine se mêler aux observations que tu as déjà notées. Chaque page, chaque étoile, chaque souvenir semble maintenant faire partie d'un même grand récit très lent et très tendre. Vers 5 heures du matin, tu t'installes dans le fauteuil près du poêle. Tu laisses ta tête reposer contre le dossier et fermes les yeux un instant. La 6e nuit touche à sa fin. Et quelque part, très haut dans le ciel, une étoile continue de briller doucement, comme si elle te disait qu'elle aussi t'attendait depuis longtemps. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être.
La 7e nuit commence dans un silence inhabituel. Le vent s'est complètement tu, comme si la colline retenait son souffle. Tu sens dès le crépuscule que cette nuit sera importante. Après avoir préparé un thé très fort et avoir mangé un morceau de pain avec du miel, tu t'installes dans l'atelier, le carnet ouvert devant toi. Les lampes à huile sont toutes allumées, diffusant une lumière chaude et stable qui fait briller les cuivres et les encres. Tu décides de sortir les 3 cartes qui t'intriguent le plus depuis le début, celle de 1723 que tu as vue le premier soir, celle de 1987 que Victor a dessinée lui-même, et la petite carte sans date trouvée dans la cave aux archives anciennes. Tu les étales côte à côte sur la grande table en bois. La lumière des lampes tombe directement dessus, révélant chaque trait de plume, chaque nuance d'encre. Tu commences par les observer longuement, sans rien noter. Tu laisses simplement tes yeux voyager d'une carte à l'autre. Le silence est si profond que tu entends le très léger craquement du bois de la table qui travaille sous la chaleur des lampes. Tu passes lentement le doigt au-dessus du papier sans le toucher, suivant les lignes des constellations. C'est à ce moment précis que tu le remarques. Les 3 cartes ont changé en même temps. Sur la carte de 1723, la petite constellation dans le coin supérieur droit a bougé de plusieurs degrés vers la gauche. Sur celle de 1987, la même constellation a suivi le même mouvement, mais avec un décalage légèrement différent. Et sur la carte sans date trouvée dans la cave, une nouvelle étoile est apparue exactement à l'endroit où les 2 autres cartes montrent maintenant un vide. Tu restes immobile plusieurs minutes, le cœur battant calmement. Pas de peur. Juste une concentration profonde et respectueuse. Tu sors ton carnet et commences à noter avec une précision extrême, l'heure exacte, la position de chaque étoile sur les 3 cartes, les différences mesurées au compas, les angles, les distances. Chaque ligne que tu traces est lente et soignée. L'encre violette que tu utilises ce soir glisse parfaitement sur le papier. Tu passes plus d'1 heure à comparer les 3 cartes, à les superposer en transparence devant la lampe, à mesurer, à dessiner des schémas. Le poêle craque doucement derrière toi. De temps en temps, tu te lèves pour aller vérifier le ciel avec le télescope près de la fenêtre. Chaque fois que tu reviens à la table, les cartes ont encore changé un tout petit peu plus. Pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour que tu saches que le phénomène est en train de s'accélérer doucement. Tu décides de ne pas lutter contre le rythme de la nuit. Tu t'installes confortablement sur le tabouret haut, la couverture en laine sur les épaules, et tu continues ton travail avec une patience infinie. Tu traces des lignes de correspondance entre les 3 cartes, tu notes les heures précises des changements, tu relis les notes de Victor et de Madeleine. L'odeur d'encre fraîche se mélange à celle du bois chauffé et de la terre froide qui monte encore légèrement de la cave. Vers 2 heures du matin, quelque chose de nouveau se produit. Sur les 3 cartes en même temps, une petite flèche apparaît, tracée à l'encre violette très pâle. Elles pointent toutes vers le même endroit, un espace vide sur le papier, juste au centre de la constellation qui a bougé. Tu approches la lanterne. L'encre est encore légèrement brillante, comme si elle venait d'être posée il y a quelques instants. Tu restes longtemps à regarder ces 3 flèches identiques. Tu sens une chaleur douce monter dans ta poitrine. Ce n'est plus seulement un mystère. C'est une invitation. Tu prends une plume fraîche, la trempes dans l'encre violette et traces toi-même une petite flèche sur ton carnet, exactement au même endroit. Le geste est lent, presque solennel. Tu continues ton travail toute la nuit. Tu compares, tu mesures, tu notes, tu relis. Chaque heure apporte un nouveau petit changement sur les cartes. Chaque fois, tu l'observes avec la même attention calme. Le froid de la nuit entre doucement par les fenêtres, mais la chaleur du poêle et de la lanterne te garde bien au chaud. De temps en temps, tu te lèves pour te dégourdir les jambes, faire quelques pas dans l'atelier, toucher les instruments, passer la main sur les rouleaux de cartes. Vers 5 heures du matin, alors que les premières lueurs de l'aube commencent à teinter le ciel d'un rose très pâle, les 3 cartes cessent enfin de bouger. Elles restent immobiles sur la table, comme si elles avaient terminé leur message pour cette nuit. Tu les regardes longuement, puis tu les ranges avec un soin infini, chacune à sa place habituelle. Tu t'assois une dernière fois dans le fauteuil près du poêle. Tu laisses ta tête reposer contre le dossier et fermes les yeux un instant.
Ton corps est fatigué, mais ton esprit est clair et paisible. Les 3 cartes t'ont montré quelque chose de très important cette nuit, le ciel ne change pas tout seul. Il change pour que tu changes avec lui. La 7e nuit touche à sa fin. Et quelque part, sur la grande table de l'atelier, une dernière petite flèche violette apparaît lentement sur une carte, comme un dernier mot doux laissé pour toi. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. La 8e nuit avance avec une lenteur particulière, comme si le temps lui-même s'étirait autour de la cabane. Après avoir rangé les cartes de la nuit précédente, tu restes un long moment debout au milieu de l'atelier, le regard posé sur la trappe qui mène à la cave. Quelque chose te dit que ce n'est pas encore assez haut. Tu lèves les yeux vers le plafond. Au-dessus de l'armoire en bois sombre, presque invisible dans l'ombre des poutres, il y a une petite trappe carrée avec un anneau en fer. Tu ne l'avais jamais vraiment remarqué avant cette nuit. Tu approches une chaise, montes dessus et tires l'anneau. La trappe s'ouvre avec un grincement lent et grave. Une échelle en bois descend automatiquement, comme si elle attendait ce geste depuis longtemps. Un air plus froid et plus sec descend aussitôt, portant une odeur de poussière ancienne, de métal oxydé et de vieux cuir. Tu prends la lanterne la plus stable, ajustes la flamme et commences à monter. Chaque barreau de l'échelle est froid sous tes doigts. Le bois est ancien, usé par des années de passage. Tu arrives en haut et pousses la petite porte qui ferme le grenier. L'espace qui s'ouvre devant toi est plus vaste que tu ne l'imaginais. Le grenier des instruments oubliés occupe tout le toit de la cabane. Le plafond suit la pente du toit, créant des recoins sombres et des zones plus hautes. Des dizaines d'instruments astronomiques anciens sont disposés un peu partout. Sphères armillaires en laiton, astrolabes, sextants, lunettes longues, compas géants, globes célestes et de nombreux appareils dont tu ignores même le nom. La lumière de ta lanterne révèle des détails magnifiques. La poussière recouvre tout d'une fine couche grise, mais les cuivres et les bois polis brillent encore par endroits. Tu fais quelques pas. Le plancher craque sous tes bottes d'une façon différente, plus haute, plus résonnante. L'air est plus sec ici, presque poussiéreux, avec une note métallique très nette. Tu passes la main sur une sphère armillaire posée sur un socle en bois. Le métal est froid, les cercles tournent encore parfaitement malgré les années. Tu continues ton exploration avec une curiosité tranquille. Dans un coin, une grande lunette astronomique est pointée vers une lucarne ouverte dans le toit. Tu approches et regardes à travers. Le ciel apparaît, net et immense. Tu ajustes légèrement la lunette. Les étoiles brillent avec une clarté surprenante. Tu restes un long moment à observer, passant d'une constellation à une autre. Sur une petite table à côté de la lunette, tu trouves une carte fraîchement dessinée. Elle montre exactement la même zone du ciel que tu viens d'observer. La position des étoiles correspond parfaitement à ce que tu vois en ce moment. Tu continues à avancer dans le grenier. Chaque instrument semble avoir sa propre histoire. Un astrolabe ancien repose sur une étagère, ses plaques de laiton gravées avec une précision extraordinaire. Un sextant en bois et cuivre est posé sur une caisse, comme s'il attendait encore d'être utilisé. Tu touches doucement les objets un par un. Le métal est froid, le bois lisse et usé. Chaque contact te donne une sensation différente, une mémoire tactile ancienne. Dans le fond du grenier, derrière une pile de caisses, tu découvres une table plus grande, recouverte d'un drap de lin jauni. Tu soulèves le drap avec précaution. Dessous se trouve une collection impressionnante d'instruments plus petits, compas de précision, règles à calcul, petits globes, et plusieurs boîtes en bois contenant des lentilles de rechange. Sur la table, une carte est étalée, partiellement roulée. Tu la déroules complètement. Elle montre le ciel tel qu'il était il y a 3 nuits. Dans le coin supérieur droit, la constellation qui a bougé tant de fois est entourée d'un cercle à l'encre rouge. À côté, une note écrite de la main de Victor, ici commence le message. Tu restes longtemps penché sur cette carte. La lanterne projette une lumière chaude sur le papier. Tu remarques que certaines étoiles ont été soulignées plusieurs fois, comme si Victor avait voulu attirer l'attention sur elles. Tu compares cette carte avec celle que tu as déjà vue en bas. Le mouvement est le même,
mais ici il est marqué avec plus d'insistance. Tu continues à explorer le grenier pendant encore 1 heure. Chaque nouvel instrument que tu découvres apporte une nouvelle pièce au puzzle. Un petit cadran solaire portable, une boussole astronomique, un horloge stellaire en bois et laiton. Tous ces objets semblent converger vers la même idée, le ciel n'est pas fixe, il communique. Vers 3 heures du matin, tu t'assois sur une vieille chaise en bois près de la lucarne. Le froid du grenier est plus présent ici, mais la lanterne et ton pull épais te gardent au chaud. Tu regardes le ciel à travers la lucarne sans télescope cette fois. Les étoiles brillent avec une clarté presque irréelle. Tu restes immobile, à laisser le ciel entrer en toi sans chercher à tout comprendre immédiatement. C'est à ce moment que tu remarques un changement. Sur la carte étalée sur la table derrière toi, la constellation entourée de rouge a bougé à nouveau. Le mouvement est plus net que les nuits précédentes. Tu te lèves, prends la carte et la compares avec le ciel visible par la lucarne. La différence est évidente. Tu notes tout dans ton carnet avec une précision calme. L'heure, la position, l'ampleur du changement. Chaque ligne que tu traces est lente et soignée. L'air du grenier est silencieux, seulement troublé par le très léger craquement du bois qui travaille dans le froid de la nuit. Tu passes le reste de la nuit à observer, à comparer, à noter. Le grenier des instruments oubliés semble maintenant faire partie intégrante du mystère. Chaque objet, chaque carte, chaque lentille semble participer à la même conversation silencieuse entre le ciel et la terre. Quand les premières lueurs de l'aube apparaissent à l'horizon, tu ranges les instruments avec soin, refermes la trappe du grenier et redescends dans l'atelier principal. Tu t'assois dans le fauteuil près du poêle éteint et laisses ta tête reposer contre le dossier. La 8e nuit touche à sa fin. Et quelque part, dans le grenier au-dessus de toi, un petit cadran solaire ancien tourne imperceptiblement, comme si le ciel continuait de parler même au lever du jour. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. La 9e nuit tombe avec une intensité nouvelle. Dès que le soleil disparaît derrière la colline, le ciel devient d'un noir absolu, presque velouté, sans un seul nuage. L'air est plus froid que les nuits précédentes, mais sec et clair. Tu sens que cette nuit sera la plus longue, la plus dense. Tu prépares du thé très fort, remplis la lanterne principale avec de l'huile fraîche et poses ton carnet ouvert sur la grande table de l'atelier. Toutes les lampes sont allumées. La cabane baigne dans une lumière dorée et stable qui fait briller les cuivres et les encres. Tu étales sur la table les cartes les plus importantes, celles des 3 dernières nuits, la carte sans date trouvée dans la cave, et la petite carte que Madeleine t'avait montrée. Tu les disposes en cercle autour de toi. Puis tu t'assois au centre, le compas et la règle à portée de main. Le poêle ronronne doucement derrière toi. Le silence est complet, seulement interrompu par le craquement occasionnel d'une bûche. Tu commences par observer le ciel à travers la fenêtre, puis tu sors sur le toit avec le grand télescope. Le froid te saisit immédiatement, mais tu restes concentré. Tu ajustes l'instrument avec soin et commences à relever les positions. Dès les premières minutes, tu remarques que les changements sont plus rapides. La petite constellation dans le coin supérieur droit a bougé de façon visible, presque d'1 degré entier depuis la nuit précédente. Tu notes l'heure exacte, fais un croquis précis, mesures l'angle. Tu redescends, compares avec les cartes sur la table, puis remontes sur le toit. Le va-et-vient devient presque rythmé. Vers minuit, les changements s'accélèrent encore. Sur la carte de 1987, une nouvelle étoile apparaît exactement là où la carte sans date en montrait déjà une. Tu restes assis sur le toit pendant plus d'1 heure, à observer en direct. Chaque fois que tu regardes à nouveau, une étoile supplémentaire a bougé ou est apparue. Tu notes tout avec une précision extrême, l'heure à la minute près, la direction, l'intensité de la lumière, la couleur légèrement différente de certaines étoiles. Ton carnet se remplit page après page. Tu redescends dans l'atelier vers 2 heures du matin. Le froid t'a pénétré jusqu'aux os, mais tu ne ressens aucune fatigue. Tu ajoutes plusieurs bûches dans le poêle et regardes les flammes reprendre avec vigueur. Tu t'assois à la grande table et compares toutes les cartes en même temps. Le mouvement est maintenant évident sur chacune d'elles.
Ce n'est plus un petit décalage discret. C'est un véritable déplacement coordonné, comme si tout le ciel essayait de te montrer quelque chose de précis. Tu passes les heures suivantes à tracer des lignes entre les étoiles qui ont bougé. Tu relis les points sur les cartes, tu mesures les angles, tu fais des calculs simples avec les instruments anciens que tu as montés du grenier. Chaque nouvelle ligne que tu traces te rapproche un peu plus de la compréhension. Le message n'est plus caché. Il est là, sous tes yeux, dans la géométrie même des étoiles. Vers 4 heures du matin, tout devient clair. Les étoiles qui ont bougé forment un motif très ancien, une forme que tu reconnais enfin, une spirale très douce qui pointe vers un endroit précis du ciel, un endroit vide sur toutes les cartes, comme si quelque chose y avait été effacé volontairement pendant des siècles. Tu restes longtemps penché sur la table, à regarder ce motif. La lumière des lampes tremble légèrement sur le papier. L'encre violette que tu utilises depuis le début brille doucement. Tu ne notes plus rien. Tu regardes simplement. Le poêle craque. Le vent s'est remis à souffler doucement autour de la cabane. Tu laisses le silence t'envahir complètement. Dans ce silence, tu comprends enfin le message que Victor, Madeleine et toutes les cartes essayaient de te transmettre depuis le début. Le ciel n'a jamais bougé pour te donner une réponse. Il a bougé pour te poser une question. Tu te lèves, prends la lanterne et sors sur le toit une dernière fois avant l'aube. Le froid est vif, mais tu restes immobile, le regard levé vers le ciel. La spirale d'étoiles est là, visible à l'œil nu maintenant que tu sais où regarder. Elle tourne lentement, très lentement, comme une invitation silencieuse. Tu restes sur le toit jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Le rose pâle apparaît à l'horizon, puis l'or très doux. Le ciel perd peu à peu ses étoiles, mais la spirale reste gravée dans ton esprit. Tu redescends dans la cabane, refermes la porte derrière toi et t'assois dans le fauteuil près du poêle. Ton corps est épuisé, mais ton esprit est d'une clarté absolue. La nuit la plus longue est terminée. Et quelque part, très haut dans le ciel qui s'éclaircit, la spirale continue de tourner doucement, comme si elle attendait ta réponse. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. La 10e nuit s'installe avec une douceur presque solennelle. Le ciel est d'un noir profond et velouté, sans lune, comme si la nuit elle-même voulait offrir un espace vide pour que la vérité apparaisse clairement. Tu as allumé toutes les lampes de l'atelier. La lumière dorée remplit la pièce d'une chaleur calme et enveloppante. Les cartes sont étalées sur la grande table, disposées en cercle autour de toi comme les pages d'un livre immense que tu lis depuis 9 nuits. Tu t'assois au centre, le carnet ouvert devant toi, le compas et la règle à portée de main. Pendant un long moment, tu ne fais rien d'autre que regarder. Les cartes, les notes, les croquis accumulés au fil des nuits. Tout est là, étalé sous tes yeux. Et soudain, sans que tu cherches à forcer quoi que ce soit, les pièces s'assemblent d'elles-mêmes. La spirale que tu as vue sur le toit la nuit dernière n'est pas un hasard. Elle apparaît sur presque toutes les cartes, à des époques différentes, tracées avec plus ou moins de netteté selon le cartographe. Sur la carte de 1723, elle est à peine esquissée. Sur celle de 1987, elle est plus visible. Sur la carte sans date trouvée dans la cave, elle est presque complète. Et sur la petite carte que Madeleine t'a montrée, elle est parfaite, entourée d'une ligne violette très pâle. Tu comprends enfin. Le ciel n'a jamais bougé pour cacher un secret. Il a bougé pour montrer un chemin. Pas un chemin vers un endroit précis, mais un chemin intérieur. Chaque étoile qui changeait de place, chaque constellation qui se décalait lentement, chaque nouvelle étoile qui apparaissait, tout cela formait une invitation silencieuse à regarder autrement. À changer de perspective. À accepter que le regard modifie ce que l'on voit. Victor l'avait compris bien avant toi. Il n'essayait pas de cartographier le ciel tel qu'il était. Il essayait de cartographier le ciel tel qu'il devenait quand on le regardait avec patience et avec le cœur ouvert. Les cartes n'étaient pas des relevés scientifiques. Elles étaient des poèmes. Des poèmes dessinés avec des étoiles. Tu restes assis longtemps, les mains posées à plat sur la table. La chaleur des lampes caresse ton visage.
Le poêle craque doucement derrière toi. Dehors, le vent souffle avec une régularité apaisante contre les vitres. Tu relis une dernière fois la note que Victor avait laissée dans le carnet. Le ciel n'a jamais bougé pour moi seul. Il attendait quelqu'un qui saurait regarder sans chercher à comprendre trop vite. Ces mots prennent maintenant tout leur sens. Tu n'as pas besoin de trouver une réponse spectaculaire. Il n'y a pas de grand mystère à résoudre, pas de secret caché dans une formule ou dans une équation. Le message est beaucoup plus simple et beaucoup plus profond, le ciel change pour que celui qui l'observe change avec lui. Tu te lèves et fais quelques pas dans l'atelier. Tes doigts glissent sur les cartes, sur les plumes, sur le bois poli de la table. Chaque objet semble maintenant faire partie du même récit. Tu montes sur le toit une dernière fois cette nuit. Le froid est vif, mais tu restes immobile, le regard levé vers le ciel. La spirale est là, visible à l'œil nu maintenant que tu sais où regarder. Elle tourne lentement, très lentement, comme une respiration infinie. Tu restes là jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube apparaissent à l'horizon. Le rose pâle se mélange au noir du ciel, puis leur trait doux commence à monter. Les étoiles s'effacent une à une, mais la spirale reste gravée dans ton esprit, claire et paisible. Tu redescends dans la cabane. Tu ranges les cartes avec un soin infini, chacune à sa place. Tu éteins les lampes une par une. La lumière du matin entre doucement par les fenêtres, teintant les murs de bois d'une couleur chaude et tendre. Tu t'assois dans le fauteuil près du poêle éteint et laisses ta tête reposer contre le dossier. La 10e nuit est terminée. Et dans ce silence du petit matin, tout devient clair, le ciel n'a jamais voulu te donner une réponse. Il voulait simplement que tu apprennes à regarder autrement. À écouter autrement. À être autrement. La cabane est silencieuse autour de toi. Le vent souffle doucement dehors. Une nouvelle journée commence. Tu fermes les yeux un instant, le cœur calme et plein. La 11e nuit s'achève dans une lumière très pâle qui monte lentement à l'horizon. Le ciel passe du noir profond à un gris perle, puis à un rose très doux qui colore peu à peu les nuages bas. Tu restes assis dans le fauteuil près du poêle, le carnet fermé sur les genoux, les mains posées à plat sur le bois de la table. La cabane est silencieuse autour de toi. Le vent s'étue complètement. Seul le très léger craquement du bois qui refroidit se fait entendre de temps en temps. Tu te lèves sans hâte et fais le tour de l'atelier une dernière fois. Tes pas résonnent doucement sur le parquet. Tu passes la main sur la grande table, sur les rouleaux de cartes rangés avec soin, sur le métal froid du télescope, sur les flacons d'encre alignés. Chaque objet semble maintenant faire partie de toi. Tu éteins les lampes une à une. La lumière du matin entre par les fenêtres et remplit peu à peu la pièce d'une clarté douce et naturelle. Les ombres disparaissent lentement, laissant place à une atmosphère calme et limpide. Tu ouvres la porte de la cabane. L'air du matin est frais et pur. Il porte une odeur de rosée, d'herbe mouillée et de pin. Tu descends les 3 marches en pierre et fais quelques pas sur le plateau herbeux. Le sol est humide sous tes bottes. La colline s'étend devant toi, couverte d'herbes hautes qui ondulent très légèrement dans la brise légère du matin. Au loin, la vallée est encore enveloppée d'une brume fine et blanche qui monte doucement. Tu restes longtemps debout, à regarder le ciel qui s'éclaircit. Les dernières étoiles s'effacent une à une. Le rose devient plus intense, puis l'or du soleil commence à apparaître derrière les crêtes lointaines. La lumière touche d'abord les cimes des arbres, puis descend lentement sur la colline, atteignant enfin la cabane. Les murs de bois prennent une couleur chaude et dorée. La rosée brille sur les herbes comme des milliers de petites perles. Tu fais le tour complet de la cabane. Tu passes la main sur les planches rugueuses, sur les ferrures anciennes de la porte, sur le toit de tuiles qui garde encore la fraîcheur de la nuit. Chaque contact est lent et conscient. Tu remontes ensuite sur le toit par l'échelle. La plateforme en bois est humide de rosée. Tu t'assois sur le bord, les jambes pendant dans le vide, et regardes le paysage qui se révèle peu à peu. La vallée apparaît, les champs, le petit ruisseau qui scintille au loin, les forêts qui couvrent les collines voisines. Tout est calme, paisible, infiniment vivant. Le soleil monte lentement. Sa lumière devient plus chaude, plus dorée.
Elle caresse ton visage, tes mains, la couverture en laine posée sur tes épaules. Tu fermes les yeux un instant et laisses cette chaleur t'envahir complètement. Le vent souffle doucement, apportant l'odeur des pins et de la terre qui se réchauffe. Un oiseau chante au loin, puis un autre, puis plusieurs. Le matin prend vie autour de toi avec une douceur infinie. Tu redescends enfin et rentres dans la cabane. Tu prépares une dernière tasse de thé que tu emportes dehors. Tu t'assois sur les marches en pierre, la tasse chaude entre les mains. La lumière du soleil atteint maintenant la porte de la cabane et entre à l'intérieur. Les rayons dorés glissent sur le parquet, sur la grande table, sur les cartes rangées. Tout l'intérieur semble respirer avec le matin. Tu restes assis longtemps sur les marches. Le thé est chaud et sucré. Tu bois lentement, par petites gorgées, en regardant la colline qui s'éveille. Les herbes bougent doucement dans la brise. Un lapin traverse le plateau un peu plus bas, puis disparaît dans les fougères. Le ciel est maintenant d'un bleu clair et pur. Les derniers nuages roses s'effacent complètement. À ce moment précis, tout devient clair d'une façon définitive et paisible. Le ciel n'a jamais voulu te donner une réponse spectaculaire. Il n'y avait pas de grand secret à découvrir, pas de formule cachée, pas de message codé. Le ciel a simplement bougé pour t'apprendre à regarder autrement. À rester. À écouter. À accepter que certaines choses ne se comprennent pas tout de suite, mais se révèlent lentement, avec le temps et la patience. Victor l'avait compris. Madeleine l'avait compris. Et maintenant, toi aussi. Tu n'es plus un gardien qui observe le ciel. Tu es devenu quelqu'un qui fait partie du ciel. Quelqu'un qui sait que les étoiles bougent pour ceux qui acceptent de changer avec elles. Tu finis ton thé, poses la tasse vide sur la marche et te lèves. Tu fais un dernier tour lent autour de la cabane. Tu touches les murs, la porte, le bois de la balustrade. Chaque contact est un adieu doux et reconnaissant. Tu rentres une dernière fois à l'intérieur. Tu ranges le carnet sur l'étagère, à côté de ceux de Victor. Tu éteins le poêle complètement. Tu laisses une lanterne allumée sur la table, comme une veilleuse. Puis tu sors et refermes la porte derrière toi. La clé tourne dans la serrure avec un déclic doux et définitif. Tu la glisses dans ta poche. Tu descends le sentier qui mène en bas de la colline. Le soleil est maintenant haut. La lumière est chaude sur ton visage. Le vent caresse tes cheveux. Chaque pas est lent, conscient, plein de paix. Arrivé en bas, tu te retournes une dernière fois. La cabane est là, petite et solide sur son plateau, baignée de lumière dorée. Elle semble te regarder avec bienveillance. Tu restes un long moment à la contempler, puis tu continues ton chemin vers la vallée. Derrière toi, très haut dans le ciel, une petite étoile bleue brille encore faiblement malgré le jour. Elle ne bouge plus. Elle reste simplement là, comme un point de lumière tranquille qui sait que tu as enfin compris. La cabane du cartographe céleste continue de veiller sur la colline. Et toi, tu marches lentement vers une nouvelle journée, le cœur calme et plein. Tu souris légèrement. Tu es exactement là où tu dois être.